Donc, c'est ça, on fouillait dans le. Ben, en fait, je regardais ce que tu nous avais envoyé comme sujet. Puis ben là, je trouve que c'est dangereux, là, le truc que tu nous as envoyé, Vincent, parce que tu voulais nous Lequel? parler de. Ben là, tu nous parlais de ton amour de la monarchie. Fait que là, ben, je trouvais ça dangereux parce que l'autre fois, Yann portait une casquette Attends un avec un peu, là. signe du. Non, Un non, mais attends un peu. péquiste, attends un peu, un péquiste souverainiste amoureux de la monarchie, là. Yep. Il Ben, n'y je suis aura pas plus péquiste. il y aura plus aucune crédibilité. Ça fait 10 épisodes, puis ce podcast-là, plus de crédibilité déjà, là. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est ce qui est dangereux là-dedans, c'est que l'autre fois, Yann portait une casquette de son équipe de baseball préférée avec une feuille d'érable dessus. Et Ah puis, il y a ouais. quelqu'un qui l'a accusé de faire l'apologie du fédéralisme puis d'être un amoureux inconditionnel de Justin Trudeau dans les commentaires. Donc, c'est un terrain glissant, là. Il y a des gens qui. Le C'est pas problème au baseball d'un terrain glissant, c'est que tu ne touches pas le base. Bon, ça. je vais aller chercher ma casquette. Il faut que je la remette. C'est Continuez, ça. je vais aller chercher ma casquette. Je voulais juste dire que j'ai trouvé ma joke de père que je viens d'improviser excellente. Mais c'est encore plus une joke de peur, vu qu'il y a juste toi qui l'as compris, là. Eh non, mais c'est ça la vertu. Hey, écoute, j'en ai compté une l'autre jour. En fait, la réaction a été absolument atroce. En classe Euh, ou. Ben, en non, non, classe. non, 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 juste celle sur Facebook, sur l'inflation, là, j'étais vraiment fier parce que j'étais au téléphone avec un collègue, puis on parlait de politique monétaire. Puis j'ai dit, tu sais, la vertu de l'inflation, c'est que tu peux vivre dans un quartier avec des très hauts prix de maison sans avoir à déménager. Je trouvais ma joke tellement bonne comme économiste que j'étais vraiment content. J'étais deep down, j'étais comme ah, ça, c'est le genre de joke qui me font plaisir. Mais celle qui avait eu le plus d'effet, c'est il y a une couple d'années. Une couple d'années, peut-être une couple de mois maintenant. C'était ma joke sur Staline. J'avais dit ça en classe à mes étudiants parce que je disais, tu sais, quand tu comptes les chiffres, il y a des problèmes avec qu'on appelle les index numbers. Il faut toujours que tu fasses très attention. J'ai dit, so I don't trust the productivity numbers, the Soviet productivity numbers for the 1920s to 70s, largely because we know that the economy was Stalin's. Les étudiants, ça leur a pris comme un 15 secondes de comprendre la joke. Et j'étais vraiment fier, là. Non, mais tu écoute, ta culture générale disparaît. Ça m'arrive des fois de trouver des étudiants qui ne savent pas c'est quoi l'Holocauste. OK. Donc, parce qu'ils ne connaissent pas le mot, tu veux dire? Ou, ils ont une idée vague qu'il y a eu une extermination du peuple juif, mais ils ne savent pas c'est quoi le mot. Si je leur dis Shoah, ils ne savent pas c'est quoi. Donc, la culture générale chez les étudiants d'un événement aussi extrême que l'Holocauste. Ouais, tu es à l'université en plus, là, t'es pas. Exactement. Je devrais avoir généralement ceux qui ont déjà fait l'exercice de triage par vertu de l'intérêt, là, pas vertu de l'intelligence, parce que je juge que, en fait, ceux qui survivent à l'université, ce n'est pas qu'ils sont intelligents, c'est qu'ils ont réussi à survivre à l'incompétence des écoles publiques. À toute fin pratique. Donc, c'était qu'ils étaient vraiment intéressés et l'école publique n'a pas détruit cet intérêt-là pour la connaissance chez eux. Donc, c'est vraiment les durs à cuire. Donc, c'est la vertu, je pense, du triage qui se produit. C'est qu'au moins, j'ai ceux qui sont clairement les plus intéressés par l'éducation. Mais même là, des fois, c'est assez bas. Donc, si tu t'imagines ça pour l'Holocauste, imagine-toi ceux qui savent que Staline a tué autant de gens que plus de gens, en fait. Ouais, mais Vincent, t'es pas correct, là. C'était pas le vrai communisme, ça. Hey, je pense que je l'ai entendu 150 fois, celle-là. Ouais, puis combien de fois va falloir l'essayer, votre patente communiste, avant que ça soit la bonne fois? 200 fois? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une expérience socialiste ou communiste, c'était pas le vrai, là. Je vais challenger aussi quelque chose, Vincent. Tu dis qu'ils ont survécu. Est-ce qu'on est en train d'enregistrer, là? Oui. OK, non, mais je voulais savoir, c'est parce qu'on avait dit qu'on parlait des autres sujets, puis on est en train encore une fois de ne pas aller sur les sujets. On va y aller. Okay. Mais tu dis que tes étudiants ont passé le stade où est-ce que l'éducation publique n'a pas scrappé leur intérêt et tout ça. Tu sous-estimes une grosse patente là-dedans, là. Je veux dire, il y a plusieurs gens de 23, 25, 26 ans, 27 ans que s'ils n'allaient pas à l'école, ils seraient obligés de travailler. S'ils vont à l'école, ils ont encore accès au sous-sol de papa puis maman, là. Mais pourquoi c'est mauvais? Tu as un peu de ça à l'école. Je ne suis pas sûr que c'est mauvais. Ben... Moi, ce que je vois, c'est même quelque chose de très positif. Parce qu'avant, pense juste à
pourquoi tu avais des enfants il y a peut-être juste 100 ans. Un enfant, c'était une police de retraite. Tu avais besoin que ton enfant aille travailler très tôt. C'était ton CHSLD. Exactement. Maintenant, de dire que tu es capable de t'occuper de ton enfant plus longtemps, soit pour qu'il prenne le temps de découvrir ce qui est vraiment adéquat pour lui, c'est vraiment le signe d'une richesse exceptionnelle. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé de dire à ton enfant « deviens médecin ». Le fait est que, pense à juste toutes les histoires d'enfants ou de gens qui ont dit « je suis devenu X parce que mon père m'a dit qu'il fallait que je le fasse » ou que ma famille était trop pauvre, donc il fallait que je commence à travailler très tôt. Alors qu'aujourd'hui, combien de parents disent « non, continue d'essayer, continue ». Moi, je ne vois pas une mauvaise chose là-dedans, franchement. Je vois même une bonne chose qu'on est dans une société si riche qu'on a la capacité de prendre le temps de découvrir ce qu'on veut. Puis non seulement ça, mais l'espérance de vie en âge avancé est tellement plus grande qu'elle était auparavant que tu peux justement avoir une longue vie active, même si tu commences à travailler vraiment à temps plein à 28, 29, 30 ans. Pense au nombre de gens qui font des doctorats, je veux dire. Moi qui en ai fait un, j'ai terminé... c'est pas l'exemple que j'avais vraiment en tête. C'était plus celui qui changeait beaucoup. J'ai pas vécu beaucoup. Chez mes parents, là, mais... Non, mais c'est plus celui qui est plus tanguy, qui est très gamer, qui aime beaucoup changer de bac souvent, puis de justifier le tout par une recherche profonde de sa voix. Là. Man, t'es dû pour aller flipper des boulettes, vas-y donc, puis ça nous appelle. Non? T'es plus négatif que moi. Moi, vraiment, je vois un signe d'une société tellement riche que les gens peuvent prendre le temps de se découvrir. Ou même que le loisir est rendu si cheap. Non, mais pense-y 2 secondes. Prends le temps d'y penser. Combien le fait que tu peux jouer à ta console autant d'heures. Non, moi, je vais défendre ça de A à Z. Tu peux passer ta vie, même si tu peux juger moralement que tu trouves ça. Tu n'aimes pas ça, toi, comme personne, de passer ta vie à jouer à ta console. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible d'avoir autant d'oisivité ou de loisirs il y a à peine 50 ans? Absolument pas. Le fait est qu'aujourd'hui, non seulement ce n'est pas juste la quantité de loisirs que tu peux prendre, mais la diversité et la complexité de ces loisirs-là. Pense juste à comment juste les jeux Internet, tu peux jouer sur une Xbox, sont d'une richesse incroyable en termes d'interaction. Écoute, on a tous déjà pensé que le catalogue Netflix, on serait capable de passer au travers. Jamais. Il fut une époque que oui, mais non. Si j'étais un peu cynique, ce qui n'est pas du tout mon genre par ailleurs, je pourrais dire que quand les civilisations, les sociétés commencent à être dans l'oisiveté, il se passe des trucs bizarres aussi. Au lieu d'avant, on faisait la guerre pour conquérir la grandeur de Rome. Maintenant, on est tout nu, on mange des raisins, puis il se passe des trucs étranges. Là. Bon, écoute, premièrement, l'affaire de la grandeur de Rome, c'est le mythe qui m'énerve probablement le plus. Beaucoup plus que ceux que la révolution industrielle, c'était pas une bonne chose ou qu'on n'a juste pas essayé la bonne forme de communisme. L'idée que Rome était comme une sorte d'apogée. L'Empire romain, en fait, l'apogée n'était absolument pas là. L'apogée, c'était les cités-États de la Grèce antique, où est-ce que tu avais tellement un morcellement politique que tu avais la compétition entre les États, tu avais des contraintes sur les États, et la première grande efflorescence du bien-être humain, c'est en Grèce antique. Et ça se termine quand les Romains conquièrent la Grèce, détruisent cette grande expérience politique dans laquelle tu as la première croissance où on s'éloigne de la pauvreté absolue. La Grèce antique, c'était la société qui avait le plus haut taux d'urbanisation, les plus hauts niveaux de développement économique de l'histoire de l'humanité à ce moment-là et pour un millénaire qui a suivi. L'Empire romain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la richesse que le monde politique grec avait réussi à générer, l'a absorbé, a réussi à rester au même niveau par la suite, mais parce qu'il a éliminé ces mécanismes de contraintes qui existaient par la compétition politique, l'a rendu plus fragile. Donc, quand tu as eu des chocs climatiques au 3e, 4e siècle, l'Empire a commencé à se contracter et donc tu as eu la fin de ce qui aurait pu être la première. En fait, on parle de la révolution industrielle comme la grande échappée de la pauvreté. Avec les orgies n'ont rien à voir là-dedans, c'est ce que je comprends bien. Non, moi je pense que ce qui est important, c'est que l'Empire romain n'a jamais été un idéal. Moi, j'aime ça. Il tombe dans le panneau à tout et coup. Là. Il commence à m'expliquer. Ben non, les orgies, c'était pas. C'est pas ça le point! C'est pas ça le point, Baptiste! Le point, c'est que Rome n'a jamais été
un âge d'or. Mais absolument jamais. Il y a un excellent livre de Walter Scheidel, qui est un historien justement de Rome, Escape from Rome. C'est sorti il y a quelques années, un vraiment beau livre qui souligne justement ça. On devrait, quand il dit Escape from Rome, tu devrais vraiment t'échapper de l'idée que l'Empire romain, c'était une bonne chose. L'Empire romain est l'une des pires créations de l'histoire de l'humanité. La République romaine était bien intéressante, mais l'Empire romain, c'est le début d'un long déclin et de retarder l'échappée de l'espèce humaine de la pauvreté absolue par un millénaire. C'est ça l'Empire romain. Donc, l'âge d'or. Ah ouais, autant que ça, oui. la conclusion, là, c'est qu'on a pris quasiment 1000 ans de retard à cause de cette époque-là. Oui, oui, puis non seulement ça, mais ça revient à ce qu'on appelle l'ordre libéral, l'ordre libéral démocratique un peu. Ce qui conserve nos libertés, c'est pas si oui ou non on peut faire des niaiseries avec notre liberté, c'est est-ce qu'il existe des manières de corriger les abus, de redécouvrir de l'information par la concurrence politique, par le fractionnement du pouvoir. La Grèce antique était capable de générer ça. L'Empire romain, avec l'unification, a eu l'effet pervers d'éliminer les mécanismes de correction. Et donc, les mécanismes de ce que je pourrais appeler un ordre libéral, même si c'est loin d'être libéral dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, c'était le plus proche qu'on avait dans ce moment d'histoire. L'Empire romain est l'antithèse de ça. En fait, ceux qui sont, pour notre gang à nous, là, parce qu'il y en a qui sont ça, tout le monde sait dans les libertariens québécois ou les libéraux québécois qui était Frédéric Bastiat. Tout le monde connaît une quote ou deux de lui. Il est tellement important chez les francophones, d'ailleurs, cet homme-là. Mais lui, ce qui n'est pas connu, c'est que quand il était député en France au 19e siècle, lui, il disait on doit arrêter d'enseigner l'Empire romain aux Français de cette manière-là. Il faut souligner que les empires sont mauvais. Les empires appauvrissent les peuples. Ce qui rend la richesse des peuples, c'est la liberté économique. Et donc, ceux qui ont vraiment cette idée de l'image en tête de l'Empire romain comme un âge d'or et qui, par la suite, citent Frédéric Bastiat, devraient réaliser qu'ils sont en train de commettre une erreur de logique absolument complète. Bon, OK, j'ai ma feuille d'érable, on peut y aller avec la monarchie. Oui, parce que là, Vincent, t'as écrit en fait, je vais te laisser raconter l'histoire un peu, mais bref, tu as été invité par une association, je pense. C'est le Cato Institute, qui est le grand think tank libertarien aux États-Unis. OK. Puis là, eux, ils t'ont invité puis ils disaient c'est quoi, ils t'ont passé comme une commande avant. Ils voulaient que tu viennes parler de quelque chose en particulier, c'est ça? Non, en fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un journal de débat. Et en fait, oui, c'était une commande, là. Mais c'était généralement qu'ils ont un journal de débat et ils prennent des idées qui sont entre chercheurs, mais qui doivent être communiquées avec le public de manière vulgarisée, donc de ne pas rentrer dans le verbiage, mais d'exposer des idées qui sont beaucoup plus complexes pour les gens dans le public qui sont marginalement intéressés à découvrir de ces idées-là. Et le point que moi je fais, c'est que, étrangement, un des effets des monarchies constitutionnelles, même si les monarques sont purement cérémoniaux, qui servent absolument à première vue, ils servent absolument à rien, en fait, sont probablement bénéfiques dans la mesure qu'ils établissent une forme de contrainte, justement, sur la politique, mais ils l'établissent d'une manière qui renforce la démocratie plutôt que l'affaiblir. Et c'est là que c'est vraiment le paradoxe. Parce que si tu penses à comment toutes les démocraties sont nées dans un combat de boxe entre des démocrates et des monarques. Et généralement, la démocratie gagne. Il n'y a plus vraiment d'États riches qui ont des monarques absolus. Ils ont généralement, s'ils ont encore une monarchie, c'est une monarchie constitutionnelle où le roi ou la reine ont des pouvoirs assez contraints. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent comment est-ce qu'on peut être une démocratie libérale et avoir encore un roi qui est héréditaire, donc qui n'est pas élu par la population. Ça apparaît comme une contradiction. Mais la beauté, c'est que parfois, certaines contradictions, même si elles sont en première vue apparentes, d'une manière de cohérence des idées, peuvent avoir en fait un effet qui est celui désiré d'une démocratie qui est plus... qui est un ordre qui est plus démocratique.
La Dans ton raison, article, Vincent, tu soulevais aussi un point que je trouvais intéressant. Tu disais, ben, on est obligé de toute façon de constater que ces institutions-là qu'on juge vétustes là, ou désuètes ont quand même survécu à toute une série de modifications d'événements dans l'histoire. Donc, si elles sont survécues, c'est parce qu'elles ont réussi à s'adapter d'une certaine manière. Je trouvais ça intéressant comment tu l'amenais par rapport à ça, justement, que c'est devenu un rôle plus protocolaire, cérémonial. oui. Mais dans ce cas-là, mais pourquoi est-ce que si c'est purement cérémonial, est-ce qu'on le garde? Les gens vont souvent dire ça, ça ne sert absolument à rien. Et non seulement ça, mais le gars, il n'est pas élu. Mais le point que moi je fais, c'est que c'est peut-être une bonne chose parce que dans le processus de négociation pour augmenter, pour rendre l'ordre démocratique plus libéral, donc tu sais, de déplacer vers une société plus libérale, mais aussi une société plus démocratique, tu as un processus de négociation qui s'enclenche. Le processus de négociation, c'est qu'il faut que le roi soit prêt à céder des pouvoirs et que les factions démocratiques respectent l'arrangement avec le roi. Donc, il faut que tu aies une sorte d'équilibre entre les deux pour pas qu'un renonce la promesse qu'il a faite. Comment tu en viens à faire ça? Mais la manière que les monarchies ont réussi à survivre, et même des monarchies purement cérémoniales, sans l'usage de la violence et de la répression, la seule manière qu'elles ont, c'est d'investir dans le symbolisme, d'investir dans le message national. Parce que là, c'est drôle que je sais ça, mais ce que Mathieu Bock-Côté appellerait l'image de la nation. Mm-hmm. Mais l'effet que ça a accidentellement, c'est que ça crée un sentiment de confiance beaucoup plus élevé. Et l'effet accidentel qui est produit de ça, c'est ce qu'on nous, on jase souvent, c'est que tu as une société civile beaucoup plus forte dans les sociétés qui ont une monarchie constitutionnelle que dans des sociétés qui ont des régimes présidentiels, parce que pour se préserver politiquement, le roi doit investir dans ce symbolisme-là et pour maintenir sa popularité à des niveaux 80-90% de niveau d'approbation. Tu regardes, par exemple, la reine Élisabeth en Grande-Bretagne, niveau d'approbation, 94-95% des gens l'admirent approuvent de son règne comme monarque. Le moins populaire, c'est le prince Charles à 68% ou quelque chose comme ça. Un politicien rêve d'un niveau d'approbation à 68%. Le plus impopulaire de la famille royale, à l'exception du prince Harry, mais je parle de ceux qui sont dans la ligne de succession, c'est le prince Charles qui est dans les hauts 60%. Ça devrait parler pour les politiciens. Moins vous en faites, plus vous êtes populaire. Ça vous allumez pas, les amis? Peut-être qu'il y a ça, mais c'est plus que pour se préserver, les politiciens doivent faire les monarques doivent faire des choses qui sont intrinsèquement consensuelles pour justement éliminer la possibilité que le politique transgresse vers eux. Mais au Québec, on a eu l'impression pendant un petit bout de temps que notre lieutenant-gouverneur voulait peut-être rentrer dans le débat pour le renouvellement des états d'urgence. Il disait ça commence à être malsain. Là, on parle de peut-être mai 2020. On ne l'a plus entendu depuis. Là. Effectivement. Ça a complètement été évacué de l'espace public. Mais on sentait un désir d'aller là qui, fondamentalement, était probablement son rôle dans le temps. Mais je pense qu'on lui a fait comprendre assez vite qu'il n'y avait pas d'affaires là-dedans. Là. Ben, je ne sais pas trop pour le cas de Michel Doyon, qui était quand même l'ancien bâtonnier du Québec, donc il faut mettre ça en perspective. Quelqu'un qui a une certaine prépondérance pour pouvoir parler de droits et libertés quand tu es quelqu'un qui est juriste, mais qui a été aussi je ne sais pas si j'appellerais ça le juriste en chef, là, ce ne serait pas la bonne manière de le définir, mais quelqu'un qui est prominent dans la prééminence, j'oublie tout le temps, là, je fais du coq à l'angle. Proéminent. Là, tu vois l'anglais et le français qui se mélangent dans ma tête. Dans la communauté légale, cet homme-là a quand même influencé le débat. Même son petit coup de semonce doit avoir eu un effet causal sur les actions du gouvernement à un certain degré. Je suis sûr qu'il y a eu un petit effet quelque part. La vertu, en fait, de l'effet des monarchies, c'est que ça crée une mini-contrainte sur le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ce qui fait d'une démocratie une démocratie libérale, ce sont les contraintes. Ce sont les règles du jeu qui façonnent l'environnement du choix politique du politicien.
aux États-Unis, même si tu n'as pas de monarque, tu as la Constitution, tu as les États, tu as la Cour suprême, tu as l'exécutif, tu as le législatif, tu as les deux chambres, tu as le pouvoir réglementaire du président, tu as le deuxième, excuse-moi, tu as un des alinéas du troisième ou cinquième amendement, j'oublie tout le temps. Il y a un alinéa sur le pouvoir exécutif du président en termes d'administration des lois qui sont votées par le Congrès. Tu multiplies ces contraintes-là. Les contraintes qui ont émergé aux États-Unis sont celles qui permettaient à la société américaine, elle, d'avoir son propre ordre libéral démocratique. Celui de la Grande-Bretagne, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande a des caractéristiques différentes, mais les deux sont des ordres libéraux démocratiques. La question, c'est que par exercice historique, par un contexte qui était spécifique à chacune de ces entités politiques-là, tu as eu un processus de négociation qui a mené à ce qu'on appellerait une société libérale démocratique, mais ce n'est pas la même chose pour chacun. Donc, la défense que je fais de la monarchie, ce n'est pas une défense de la monarchie, c'est un argument pour ne pas se départir de la monarchie, parce que dans le 800 ans d'évolution depuis la Magna Carta, tu as un processus d'expérimentation constitutionnelle qui s'est fait, qui avait pour but, qui a eu pour conséquence de créer une société libérale démocratique. Abolir cette institution-là, c'est abolir un garde-fou. Il faut vraiment que tu ailles, pour moi, pour que tu me convainques que c'est une bonne chose, il faut que tu me montres que tu vas établir une contrainte sur le politique qui est supérieure ou égale au minimum à ce que tu es à la veille d'éliminer. Mais tu regardes des sociétés présidentielles, la France, les États-Unis, par exemple, le président est à toute fin pratique, soyons honnêtes, un monarque. Ouais, c'est exactement là que je m'en allais avec le pardon présidentiel. Là, on a vu un des événements qui va exactement dans le sens que tu dis, c'est on a tous vu là, les images de Macron qui est allé je ne sais pas trop où, puis il y a quelqu'un qui l'a giflé. Là. Ben là, je voyais que cette personne-là risque 18 mois de prison pour avoir donné une petite tape au président de la France. Pourquoi c'est ça? Moi, si je donne une tape à quelqu'un, je ne ferais pas 18 mois de prison. Mais pourquoi lui, il fait risquer de 18 mois de prison? Parce que dans la vision française, le président est à toute fin pratique le roi de France, presque dans la manière dont c'est fait. Il a le droit de pardon sur des gens qui ont commis des crimes. Il est carrément au-dessus de la loi par rapport à plein d'affaires. Notamment en France, un président ne peut pas être amené en justice quand il est en fonction. Tu sais, tu as plein de trucs comme ça qui mettent un peu le président au statut de monarque ou de protégé. Puis on voit aussi une affaire qui est drôle, c'est que quand dans les républiques, les présidents, leur couple ressemble souvent à un couple princier. Là. Le président, la première dame, après ça, les familles présidentielles aux États-Unis, on dirait des lignées d'aristocrates, là, les Bush, les Clinton. C'est comme un peu une espèce de noblesse, mais laïque, si je peux dire. Là. Je trouve que ça va dans le sens un peu de ce que tu disais. Non, je suis absolument d'accord. Ce que tu as dit que j'ai retenu par rapport au monarque, c'est un garde-fou, dans le sens qu'un garde-fou, quand on place ça sur les routes, c'est pas censé servir. T'es vraiment... Si tu te ramasses dans le garde-fou, c'était la dernière chose qui pouvait te retenir de tomber dans la crevasse. Là. Mais 99,9% des chars qui vont passer sur cette route-là ne toucheront pas au garde-fou. C'est juste que c'est un peu notre manière de le voir. Donc, si tu arrives, tu te dis on va abolir la monarchie parce qu'ils ne servent à rien, c'est à peu près le pire argument que tu pourrais donner par rapport à ça. C'est de dire non, la monarchie, c'est ton dernier rempart dans le cas d'un excès du pouvoir exécutif qui est en place. Oui, mais ça n'a pas besoin d'être. Par exemple, moi, ce que j'essaie de défendre, c'est que. Puis tu as raison, mais ce que je veux, c'est un garde-fou. Un garde-fou, c'est un garde-fou. Je m'en fous un peu la forme qu'il a. Le problème, c'est que les gens pensent que ça doit être cohérent. Mais ce n'est pas ça qui est important pour l'ordre libéral démocratique. C'est qu'il soit efficace. C'est qu'il réussisse à accomplir son objectif de donner à la majorité le droit de s'exprimer, de se gouverner, tout en protégeant le droit des minorités. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fonctionne? Ce n'est pas vrai qu'il existe un ordre libéral démocratique, il existe des ordres libéraux démocratiques. Tu en as un qui est spécifique à l'Allemagne, tu en as un qui est spécifique à la Grande-Bretagne, tu en as un qui est spécifique à la France, tu en as un qui est spécifique à la Belgique, à l'Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas. Tu as chacun des régimes dans lesquels les contraintes qui ont émergé organiquement à l'intérieur de ces pays-là parce qu'ils sont appropriés pour ces pays-là. Si tu me dis demain matin, on enlève la monarchie, tu as intérêt à me dire comment
tu vas te créer un garde-fou équivalent au supérieur qui remplit la même fonction. OK, d'accord, c'est vrai que ça a l'air d'être une contradiction d'avoir un monarque, mais la réalité, c'est que par accident, il agit, un monarque constitutionnel, soit dit-on. Là. On n'est pas en train de parler d'un roi absolu. Là. On parle d'un monarque qui a uniquement sa position par un accord du Parlement, un accord sans violence, sans répression. L'effet accidentel, c'est qu'il agit, il crée une démocratie qui est plus forte. Alors, comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette force-là? Il faut que tu aies des garde-fous. Aux États-Unis, tu as quelque chose d'exceptionnel qui fonctionne comme des garde-fous, mais est-ce que tu pourrais transplanter ce que les États-Unis font au Canada, étant donné nos traditions politiques, étant donné notre environnement différent où tu as une minorité, une très large minorité de francophones qui se voient comme différents du reste du pays? Est-ce que ça fonctionnerait? Probablement pas. Ou est-ce que le reste du Canada se voit comme un truc beaucoup plus homogène que les différents États américains? Tu ne pourrais pas transplanter les États-Unis au Canada en termes d'institutions, comme tu ne pourrais pas faire le chemin inverse. Les contraintes de ce qui ont fait que les deux sociétés, même si elles sont différentes incroyablement, c'est qu'elles ont expérimenté chacune avec des normes qui créent un ordre libéral démocratique. Fait que moi, quand les gens parlent d'abolir la monarchie, c'est pas que je suis nécessairement contre, c'est que généralement, ils vont présumer que parce que ça crée la cohérence, ça va rendre les choses une démocratie plus forte, une démocratie plus stable, une société plus libérale. Ma réponse, c'est non, tu ne m'as pas prouvé ça, mais absolument pas. Il n'y a aucune raison de croire que c'est uniquement sur la base de la cohérence des idées qu'une société s'améliore. Les idées comptent pas pour tant que ça. Sûrement pas c'est la bonne foi non plus. Je pense que le défaut que les citoyens vont avoir, c'est de penser que tout fonctionne parce que les politiciens sont de bonne foi. Alors qu'en réalité, si demain matin... Non, mais c'est vrai. Je sais, mais c'est triste. Si demain matin, tu arrives et tu dis, comme président des États-Unis, Donald Trump, c'était capoté. Donald Trump, il a accès au code nucléaire. Puis là, les républicains, ces temps-ci, ils disent, là, on a un sénile qui a accès au code nucléaire. T'sais. Mais les mêmes histoires, on en entend tout le temps. Mais la réalité, c'est que si Donald Trump, demain matin, voulait devenir despote, donc je vais changer la loi, j'ai le droit de rester en place pendant 10 ans. Il y a des gars qui ont déjà fait ça là, dans certains pays. Ouais. Change la loi, les élections, c'est plus pareil. Moi, je suis en poste pour 10 ans. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Contestation devant la Cour suprême, contestation de la Chambre exécutive, législative, peu importe. Il va y avoir toutes sortes de procédés qui vont se mettre en place. L'affaire, c'est que là, tu arrives, tu te dis, on est capable de s'imaginer ça qu'un gars comme Donald Trump pourrait faire ce genre de conneries-là aux États-Unis parce qu'on est Québécois et on n'aime pas les États-Unis. Mais là, tu arrives, tu te dis, attends un peu, là. C'est quoi notre dernier rempart si demain matin, François Legault est au pouvoir, puis il dit des élections, il n'y en a plus? Comment ça va fonctionner au Canada au juste pour dire non, les élections, là, il y en a, on n'a pas le choix. C'est le lieutenant-gouverneur, c'est le gouverneur général, c'est eux autres qui vont obliger les élections. Bon, oui, c'est des symboles. Oui, en théorie, ces gens-là servent à pas grand-chose. Sauf que dans cette situation bien précise-là, qu'un dirigeant politique voudrait devenir despotique, c'est eux autres qui vont être notre dernier rempart contre ça. Exactement. Ils servent principalement à ça. Mais il y a un autre effet qui est subtil, c'est que parce que tu sais qu'il existe, probablement qu'il y a un effet anticipatoire parce que les politiciens régulent leur comportement en avance en raison du fait que... Pour ça qu'ils ne laisseront pas, là. Il y a un exemple classique, c'est la bataille en 1926, ce qu'on appelle l'affaire King Byng, qui était le premier ministre King et Lord Viscount, j'ai oublié le prénom Byng, où est-ce qu'il a demandé qu'on dissoude la Chambre et il vient de dire non, on ne va pas dissoudre la Chambre, tu viens de te faire élire. C'est ta job, je vais demander au chef des conservateurs de former un gouvernement. Il y a une chicane constitutionnelle qui émerge et c'est le sujet de l'élection. Le fait est que depuis, il y a toujours eu cette espèce de... Tu regardes juste maintenant comment est-ce que les gouvernements minoritaires se régulent. Ils essayent tous d'éviter de rentrer dans la petite zone qui était définie par le conflit constitutionnel de 1926. En fait, le conflit constitutionnel de 1926 est tellement important dans l'histoire politique de l'Empire britannique, même si c'est juste pour le Canada, c'est parce que ça a défini toute la doctrine de comment le roi gère ses relations
le roi et la reine, gèrent leur relation avec le Parlement. Un petit truc comme ça a pour effet de réguler le comportement des politiciens j'oublie tout le temps, en aval ou en amont? Je pense en amont. Avant que ça arrive. Je fais tout le temps la gaffe. En anglais, c'est plus facile, c'est downstream, upstream. Ce que je veux dire, c'est downstream. Ça fait cette régulation du comportement politique qui précède. Mais après ça, il y a même des petits pouvoirs cérémoniaux, comme par exemple dans l'article, je souligne que juste en empêchant, en devant nommer, par exemple, pour les gouverneurs généraux, pour les lieutenants-gouverneurs, par tradition, quelqu'un qui est non politique au Canada, tu dépoliticises la fonction, donc tu limites la chance, par exemple, d'utiliser le poste de gouverneur général pour récompenser des membres du parti. Par exemple, les systèmes des honors, donc les privilèges. L'Ordre du Canada peut être, j'oublie tout le temps, il y a certains privilèges qui sont offerts à la discrétion exclusive du gouverneur général et du lieutenant-gouverneur. Ces honneurs exclusifs, les partis politiques, s'ils avaient contrôle de ces honneurs, pourraient s'en servir pour récompenser des membres du parti, pour cimenter une coalition électorale. Plus qu'on voit avec le Sénat au fédéral, présentement. Exactement. Donc, si, mettons, tu me disais demain matin, OK, on abolit la monarchie, mais toutes les provinces doivent recréer un Sénat, une chambre haute, qui a des conseillers législatifs qui sont nommés selon une formule, disons, élue par région au lieu de par comté. Donc, ils ont des régions qui englobent plusieurs comtés. Tu me dis ça, je vais dire peut-être que dans ce cas-ci, tu me proposes un nouveau garde-fou qui remplace un ancien garde-fou. D'accord. Mm-hmm. Mais la question de dire on va juste l'abolir puis le remplacer par un président pour poursuivre une sorte d'idéal républicain, tu viens juste de me parler d'un idéal, c'est une idée abstraite, tu ne m'as pas parlé des effets concrets que ça a. Et il n'y a rien qui nous dit qu'il y a une forme d'ordre libéral démocratique qui est supérieure à un autre. C'est un exemple concret du Québec qui lui, a aboli son Sénat à toute fin pratique. La pire chose qu'on a faite, d'ailleurs, politiquement. Là, tu es là, tu dis, attends un peu, là, si on l'enlève, la monarchie, si on enlève le lieutenant-gouverneur au Québec, il reste juste le pouvoir exécutif. Ouais, c'est tout. Là. Non, mais tu aurais quelqu'un, généralement, ce qui est proposé, c'est que tu as quelqu'un qui soit élu par la majorité comme un suffrage universel. C'est généralement ça qui est proposé. En Australie, où il y a un mouvement républicain un peu plus important, ce qui est proposé, c'est d'avoir un président qui est élu. C'est pas antithétique comme chose. Le problème, c'est que là, tu viens de politiser une fonction qui l'était moins auparavant. Mm-hmm. Donc, tu viens d'augmenter la sphère d'un certain pouvoir politique et tu viens d'aligner leurs incitations ensemble. Alors qu'avant, ce que tu as, c'est que tu avais deux groupes qui avaient des incitations différentes et ça pouvait créer parfois des conflits. Et par vertu de ces conflits-là, tu avais une sorte de garde-fou qui était créé. Donc, l'idée que les gens disent, par exemple, on devrait juste remplacer par un président qui serait membre du même parti que le premier ministre ou d'un parti différent, OK, peut-être, c'est un parti différent, l'effet pourrait être positif. Donc, tu as genre un gouvernement divisé, mais que tu donnes des vrais pouvoirs, par exemple, à l'exécutif. Donc, tu peux avoir comme en France, il y a parfois ce qu'on appelle la cohabitation. Aux États-Unis, divided government. Ça peut être positif, mais dans l'ensemble, il faut que tu me donnes une sorte de garde-fou qui remplace un autre garde-fou, parce que ce qui fait une société libérale démocratique, c'est pas qu'on vote oui ou non. Parce que si c'était juste de voter, là, on disait on vote aux 4 ans, on pourrait élire un roi absolu. On fait juste le changer aux 4 ans. C'est pas ça qui nous crée. Fine, on vote, mais c'est pas ça que les gens appelleraient la vie démocratique telle qu'on la conçoit. Ce qui rend un ordre libéral démocratique, c'est que non seulement tu fais l'élection de quelqu'un pour te diriger, mais tu lui imposes des règles. Il y a des règles auxquelles il n'est pas roi pendant 4 ans. Et non seulement ça, mais même les places qui avaient ça, par exemple, dans l'ancienne République romaine, avant l'Empire romain, parce qu'on a chialé là-dessus tantôt, avant l'Empire romain, tu avais, par exemple, tu avais la période de 1 an où tu pouvais donner des pouvoirs exceptionnels à un consul qui devenait dictateur. Mais le dictateur, ce que les gens oublient, puis les gens oublient, il y a comme la scène dans Batman Begins, pas Batman Begins, The Dark Knight, où est-ce que tu as Harvey Dent qui dit les Romains, quand il y avait un danger, ils nommaient un dictateur pour 1 an. Puis là, l'autre, il disait le dernier qui a fait ça, c'était Jules César. Mais ce qu'on oublie pendant longtemps, c'était que les dictateurs, pendant leur année au pouvoir, étaient imputables.
de ce qu'ils allaient faire. Donc, s'ils exécutaient un citoyen et qu'ils abusaient de leur pouvoir, à la fin, c'était possible de les amener en cours. Donc, tu me dis, par exemple, on créerait, par exemple, on abolit la monarchie, mais le premier ministre, après son terme au pouvoir, peut être poursuivi. J'exagère, là. Mais là, tu es en train de tu me proposerais tout un garde-fou. Là, ça n'arrivera pas, ça. Non, je sais, mais là, tu me dis, ce que tu viens de m'offrir, c'est que tu m'as proposé d'expérimenter avec une nouvelle contrainte pour préserver l'ordre libéral démocratique, spécifiquement au Canada. Fine, expérimentons avec ça. Mais il faut, et c'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est que ce qui fait une société libérale démocratique, ce n'est pas qu'on vote ou non, c'est les règles qu'on établit pour que l'environnement politique soit circonspect à certaines choses et que les gens peuvent donc se faire des attentes de c'est quoi leur liberté et c'est quoi que l'État ne peut pas leur faire. Mais c'est probablement ce qui manque, par exemple, à un pays comme la Russie, où est-ce qu'on n'a vraiment pas l'impression... Ils votent. Oui, ils votent. Personne n'appellerait ça une démocratie. Exact. Puis il y avait des règles, là, éventuellement, qu'il y avait un terme limité pour un président. Là. Il n'avait. Ouais. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'en Russie, il n'y a jamais eu de démocratie de l'histoire. C'est peut-être ça aussi l'histoire. Oui, mais à un moment donné, ton poids, ça, j'ai ça, cet argument-là, le poids de l'histoire. Parce que c'est pas comme si la Grande-Bretagne avait un passé excessivement démocratique. Non, la Grande-Bretagne a été longtemps une société absolument atroce. Pourtant, c'est elle qui a fait la transition. La France, qui était non, je suis d'accord avec toi, Vincent. Ce que je veux dire, c'est que... L'histoire n'a pas un poids inexorable. Mon argument, ce n'est pas le poids de l'histoire. Mon argument, c'est que par rapport à 75 ans de dictature communiste, ça peut t'apparaître, si tu vis là-bas, si tu vis là-bas, ça peut t'apparaître comme un upgrade. Là. C'est ça que je veux dire. On le voit en ce moment. Là, les gens, ils retrouvent un semblant de vie normale, très semblant de vie normale. Ouh, c'est le fun, on est déconfiné, le party est pogné. Ouais, non. Pense à comment tu vivais il y a 2 ans. C'est pas comme ça. Là. Mais je pense qu'en Russie, c'est un peu ça qui arrive. T'sais, pour eux, j'imagine que si tu es russe puis que tu as connu la période avec peut-être pas Staline, parce que là, ça commence à remonter, là. Mais si tu as connu la fin de Gorbatchev puis Khrouchtchev et toute cette période-là, tu dois penser que tu es quand même libre. Là, je suis plus d'accord avec toi. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas vrai que l'histoire est si effaçable que ça. Mais c'est là que ça te montre aussi peut-être une des choses que les gens ne comprennent pas de c'est quoi la démocratie. Tu as un processus d'expérimentation qui n'est pas juste en termes des règles légales, mais aussi parfois de trucs qui accompagnent des compléments qui sont de facto au lieu de digérer. Donc, juste par exemple, le fait que, disons, tu as une vie religieuse bien organisée, donc il y a un contre-pouvoir effectif sous la forme de l'Église. Là, il y a des gens qui vont sûrement capoter quand je dis ça, mais ils vont penser à l'image du Québec, comme quoi, regarde, l'Église avait tellement de pouvoir, c'était effectivement un contre-pouvoir, mais Vincent, penses-tu vraiment que c'était bien? Non, je ne pense pas que c'était bien au Québec, mais par exemple, en Allemagne, le fait que l'Église catholique était le principal rempart pendant longtemps à la montée du nazisme, là, je pense que c'était bien. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas vrai que c'est tout le temps la même chose dans un pays à l'autre qui établit ce qui rend une société libérale démocratique. C'est l'espèce d'écosystème de contraintes formelles et informelles qui façonnent le comportement des politiciens. Si, par exemple, tu décides de dire quelque chose d'autrement offensant religieusement dans une société religieuse, ben, tu viens de limiter à toute fin pratique, tu viens de poser une incitation aux politiciens d'éviter de transgresser ce périmètre-là tel que défini. Dans d'autres sociétés, ça peut être le fait, par exemple, que les gens peuvent migrer très facilement et donc, si tu décides d'abuser d'eux autres, ils vont se déplacer vers un autre ordre de gouvernement, ils vont déménager dans un autre pays, ils ont plus d'options. Ça crée une contrainte. Ce qui fait une société libérale démocratique, ce n'est pas juste de voter, parce que voter, c'est une contrainte qu'on impose sur le politicien. Tu peux perdre ta job, mais c'est clairement pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres choses et c'est pas vrai. C'est pour ça que quand les gens disaient, par exemple, tu vas voir que quand les gens parlaient pendant la guerre en Irak, les États-Unis vont intervenir, ils vont implanter la démocratie là-bas. Non, ça ne s'implante pas. C'est quelque chose qui se pratique, qui, comme l'exercice de la vertu, comme disait Aristote, c'est quelque chose qui n'est pas naturel à l'être humain. C'est quelque chose qui vient par l'exercice de réitération continue
Donc, que tu en viens à maîtriser l'art de la vertu, mais aussi l'art de vivre en société libérale, démocratique, de gérer le conflit sans qu'il devienne violent, que tu en viens à accepter certains résultats qui te sont désavantageux parce que tu avais une préattente sur, lorsque tu t'engageais dans le processus, que ça ne pouvait pas être pire que X. Donc, on a respecté les règles, on a établi un périmètre. C'est ça qui crée une société libérale démocratique. Puis tu ne peux pas... Les gens qui veulent faire des changements radicaux comme ça, sans me proposer un processus d'expérimentation, c'est généralement des gens qui, je pense, ont aucune compréhension de c'est quoi vraiment une démocratie. Ça ne veut pas dire que je pense que ce qu'ils proposent est toujours mauvais. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas proposer des réformes. À un moment donné, c'est beaucoup mieux d'expérimenter à la marge pour faire du progrès, de tester, comme disent les Anglais, c'est beau ce mot-là en anglais, tinkering. C'est-à-dire que tu rafistoles, tu pitonnes, tu gogosses, tu joues avec les bébelles, tu joues des patentes à gosse, tu ne fais pas des trucs qui sont radicaux ou est-ce que tu jettes tout d'une shot. Ceux qui proposent ça, c'est généralement des gens qui, je pense, sont bien intentionnés, mais ne comprennent pas la fragilité de la société libérale démocratique. Ben, moi, je trouve que ton exemple de la religion catholique, par exemple, qui était un contre-pouvoir durant l'Allemagne nazie, un autre exemple que je trouve super intéressant, qui va dans le sens de ce que tu as dit, c'est le fait que bien avant que les Américains débarquent au débarquement de Normandie et qu'on libère l'Europe de l'influence nazie et de tout ce qui est arrivé par la suite, une des choses qui a mis fin à la dictature fasciste en Italie, c'est le roi d'Italie. Peu de gens la connaissent. J'aurais dû penser à cet exemple-là. Peu de gens connaissent cette histoire-là, mais on est en 1943, je pense. Mussolini se fait arrêter. On l'amène en prison. Et c'est la fin. En fait, il va se faire libérer par les Allemands, puis il va essayer de fonder une patente qui s'appelle la République de Salo, je pense, qui était dans le sud ou le nord de l'Italie. Je ne me souviens plus exactement Sur le lac à Milan. En fait, c'est juste à côté. Tu as le lac à Milan qui donne accès, je pense, à la Suisse. C'était donc le siège du gouvernement était sur le bord de ce lac-là. Donc, il était dans une partie qui était militarisée par les Allemands. Ils ont essayé de fonder une espèce de république bidon. Finalement, il a fini les pieds en l'air avec sa maîtresse Clara Petacci, les deux pendus comme un jambon qu'on fait sécher au soleil. Mais finalement, qu'est-ce qui a mis fin à ça? Qu'est-ce qui a mis fin à la dictature fasciste en Italie? C'est le roi. Puis là, je ne parle tous les détails de l'histoire, mais c'est le roi qui, finalement, la monarchie qui ont aboli par ailleurs, par après, ce qui finalement montre un peu qu'on ne retient pas trop de leçons de l'histoire, parce que ce roi-là, qui s'appelait, je pense, Victor Emmanuel, a fait vraiment un contre-pouvoir. Le troisième. A fait vraiment un contre-pouvoir efficace parce qu'ils ont, à un moment donné, ils ont décidé que c'était assez, mais si lui n'existe pas, comme en Allemagne, il n'y avait pas de monarque, Mussolini il continue jusqu'en 1945 son cycle. Écoute, deux choses. Il ne faut pas oublier que le roi avait, lui, par contre, donné à Mussolini les clés du pouvoir. Donc, ce n'est pas comme si le garde-fou était... En fait, ça me permet peut-être d'illustrer le point. Ce n'est pas que le garde-fou est parfait. C'est qu'il faut que tu me donnes toujours un garde-fou. Il faut toujours que tu t'assures qu'il y en ait qui puisse potentiellement fonctionner. Le roi était un garde-fou absolument médiocre en Italie en 1922, lorsque Mussolini a marché sur Rome et il a concédé ses pouvoirs. Mais par exemple, il y a un excellent livre sur la relation entre Mussolini et Hitler et sur comment les deux interagissaient ensemble. Donc, c'est un livre d'histoire diplomatique. J'oublie le titre, mais une chose que je me souvenais dans cette histoire-là, c'est à quel point Hitler n'arrêtait pas de reprocher à Mussolini qu'il n'avait jamais enlevé au roi son dernier pouvoir, alors que lui, Hitler, avait réussi à enlever pas qu'Hindenburg soit mort, à se donner non seulement le titre de chancelier, qui était à toute fin pratique le chef du gouvernement, mais aussi de se donner le rôle de chef d'État en su à la suite à la mort du très populaire général. En fait, pas général, maréchal. En Italie, le roi Hitler lui reprochait de ne pas avoir enlevé le pouvoir au roi et éventuellement, le garde-fou s'est remis à fonctionner quand c'était avantageux pour lui de fonctionner. Ce qu'on voudrait, c'est que le garde-fou fonctionne toujours.
Hein? La question, c'est quel est le meilleur garde-fou? Clairement, ce roi-là, d'ailleurs, il y a une raison pourquoi il n'a pas survécu politiquement, c'est que ce n'était pas un bon garde-fou. La question, c'est est-ce que tu peux me donner un meilleur garde-fou si on en vient à l'abolir? Pour ça, par exemple, que si, mettons, on en venait à faire, disons, un référendum sur se départir de la monarchie, je ne veux pas que ça soit oui ou non. Je voudrais que tu dises oui ou non, telle option, disons. Right? Mm-hmm. Première étape, on vote si oui ou non on s'en débarrasse. Deuxième étape, on vote sur le mécanisme qui est le substitut. À un moment donné, donc, ce serait des choses comme ça. Les sociétés deviennent trop confortables dans le sens que si ça fait beaucoup d'années que tu n'as pas eu d'histoire du genre, tu viens qu'à penser que ces garde-fous-là ne sont pas importants. C'est comme, puis je pense que le Canada est clairement dans cette position-là, dans le sens que c'est un pays tranquille, le Canada, quand tu regardes du point de vue historique, qu'est-ce qui s'est passé comme conflit, tout ça à l'interne. En fait, je vais même être radical, parce que même si je m'en vais aux États-Unis bientôt, le Canada est une société qui est économiquement plus libre que les États-Unis. Souvent dans les rankings, en fait, depuis une décennie à peu près, le Canada a toujours un score supérieur de liberté économique aux États-Unis. Mais aussi, le Canada est beaucoup plus stable. En fait, si tu enlèves, par exemple, la taille de l'État, donc les dépenses publiques, le Canada a moins de réglementation en général, de business regulation, des droits de propriété beaucoup plus sécurisés, un commerce international plus ouvert et une politique monétaire plus stable. Donc, le Canada, étrangement, est une société sur plusieurs dimensions qui est plus libérale que les États-Unis. Ce qui me fait dire que si, mettons, demain, tu devais enlever les contraintes, parce que si les contraintes fonctionnent, dans le sens que non seulement, ce n'est pas juste par conflit que ça fonctionne, il y a un clash, l'autre arrête, mais que parce que tu sais que cette barrière est là, tu régules ton comportement en avance, tu vas oublier que c'est ça qui a régulé le comportement. Parce que ce que tu vois, c'est le comportement que tu observes, celui de se comporter de manière libérale, démocratique, mais que tu oublies que c'est le garde-fou qui fait en sorte que le gars reste dans sa voie, qui est celle de l'ordre libéral démocratique. Tu enlèves le garde-fou, il va vouloir aller. Il va dire, j'ai plus besoin de me réguler mon comportement. J'ai plus besoin de faire X ou Y. Maintenant que j'ai plus de barrière, screw it, let's have some fun. Vous avez enfin trouvé un bon dirigeant. Pourquoi vous voulez le changer? Ah oui, écoute, je suis modeste, je le donne à ma province. Écoute, il ne faut quand même pas oublier, je veux dire, il y a une défense à faire du rôle de Duplessis, par exemple, dans l'histoire. Mais Duplessis, son conflit avec le fédéral, qui était constant, c'est étrangement ce qui a protégé le Québec, mais c'est aussi ce qui a protégé le Québec de Duplessis. Parce qu'en même temps que le fédéral voulait intervenir, tu avais cette espèce de tension parce que le fédéral informait de certaines pressions populaires. Fait que tu as eu, comme par exemple, la commission Tremblay, tu as eu des choses où que Duplessis essayait justement de faire des réformes qui étaient informées par le fait que le fédéral essayait d'intervenir. Mais lui, en résistant le fédéral, a évité les intrusions du fédéral. Mais simultanément, les tentatives d'intrusion du fédéral ont forcé Duplessis à être un petit peu plus contenu qu'il l'aurait été ou qu'il l'a été, par exemple, dans son premier mandat, 36-39, que les gens oublient. Mais il y a 2 Duplessis dans l'histoire du Québec. Duplessis, je suis sur un trip de pouvoir absolument débile. Après 46 ans de règne libéraux, je suis maintenant premier ministre. Et à Duplessis, 44-59, c'est 2 premiers ministres complètement différents. Ce que tu vois dans un, c'est l'effet des contraintes que Duplessis a internalisé après son accès au pouvoir, après qu'il ait vu comment ce qui fonctionnait. Et donc, tu as eu l'espèce de jeu qui est apparu comme ça. L'importance des contraintes, là, si je pouvais imposer aux journalistes une lecture, ça serait un livre qui permettrait, je ne sais pas lequel, ça serait l'idéal livre, mais quelque chose qui leur permettrait de comprendre la subtilité des contraintes, de l'importance des contraintes, pas juste des contraintes légales, mais des trucs qui viennent juste par accident factuel. Donc, le fait qu'il n'y a pas de subvention média, que tu es plus libre de critiquer, qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée pour la compétition des médias, que les gens peuvent se déplacer librement entre régions, que le capital peut se déplacer librement entre régions, que les entrepreneurs peuvent contester des grandes compagnies déjà établies, ce qui fait en sorte que tu ne peux plus vraiment avoir une firme qui s'imbrique dans le processus politique. De voir que toutes ces petites contraintes-là sont importantes, qui ne sont pas grandes individuellement, mais qu'ensemble, elles font l'agglomération d'une
de ce qui rend une société libérale démocratique. S'ils pouvaient comprendre ça, je serais tellement heureux parce que l'incapacité de ce qu'il y a dans l'imaginaire politique québécois, c'est de comprendre l'importance des petites choses dans l'attachement des mains des politiciens. Et que t'en demandes beaucoup. Ici, on est dans la politique des grands hommes. Moi, les gars, je suis obligé de vous laisser. Il faut que j'aille avec les enfants au baseball. Mais si vous voulez continuer. Les auditeurs vont juste être heureux. Mais je vous dis à la semaine prochaine. OK. Yes. Hey Frank, tu veux-tu qu'on finisse avec le truc de l'alcool? On n'en a pas parlé. Ben oui, c'est ça. En fait, j'ai le premier article que tu as écrit, dont on a parlé, je l'ai lu avant qu'on fasse le podcast, mais celui-là, j'y avais pas accès. Fait que si tu peux nous en résumer brièvement le contenu. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Écoute, ça fait des années que je l'ai lu, puis je l'ai relu il y a une semaine. Je l'adore. Je l'adore parce que ce que cet article-là montre, c'est que boire de l'alcool, il y a un bénéfice économique de la consommation d'alcool sur vos revenus. Et ça, c'était, quand j'y ai pensé, qu'après que je l'ai lu, je trouvais que c'était évident. Mais avant de l'avoir lu, je n'avais jamais pensé à ça, parce que quand on parlait des bienfaits et des méfaits de l'alcool, c'était presque exclusivement sur les bienfaits, le bien-être de consommer de l'alcool, la joie versus les problèmes de santé publique. Donc, plus de conduite en état d'ébriété, plus de problèmes de cirrhose du foie, plus de problèmes de malfonction rénale. Crise cardiaque, etc. Tous ces problèmes-là. Donc, c'était l'espèce de débat dans ma tête. Mais ce que l'article montre, c'est en fait, j'ai découvert après qu'il y avait une grosse littérature là-dessus, c'est que l'alcool, c'est un fluide de conversation sociale. Et ça nous permet, en fait, souvent d'échanger de l'information lorsqu'on va dans un 5 à 7, lorsqu'on va dans une certaine activité. Donc, une certaine consommation modérée d'alcool a pour effet d'augmenter ton revenu parce que tu accèdes à des informations qui ne seraient pas disponibles autrement. En fait, il y a un sociologue qui appelle ça l'importance des liens faibles. Les liens faibles, c'est des relations avec des gens que tu connais presque nominément. Tu sais, Frank, tu connais Frank, c'est un ami à moi aussi. On se met à parler. Hey, tu dis ça, mais je me cherche un économiste pour faire X ou Y. Mais c'est à cause qu'on est en train de boire et qu'on connaît via toi un lien faible. Parce qu'on n'a pas, moi et cette personne-là, un lien fort. On a un lien faible via toi. Nous deux, on a un lien fort avec toi. Mais un avec l'autre, on n'a pas un lien très fort, on a un lien faible. Ça crée du réseautage, autrement dit. Exactement, mais l'alcool, dans ce cas-là, ce que ça fait, c'est que ça convertit un lien faible en un lien fort. Et ça a l'effet de dirait un lubrifiant social. Exactement. Et l'effet que les deux auteurs que je te parle dans l'article du Journal of Labor Research, c'est qu'ils montrent que si tu prends la consommation d'alcool par mois, donc en nombre de consommation, et que tu regardes l'effet sur les revenus, la consommation excessive n'est pas bonne, mais ne pas boire est aussi mauvais que de boire excessivement. Donc, que tu as une sorte de sweet spot où, si tu rejoins à peu près 15 à 20 consommations par mois, à ce point-là, tu as l'effet maximal sur les revenus, qui est une prime à peu près de 3% pour toutes tes consommations sur ton revenu additionnel. C'est important, ça veut dire que consommer à peu près 20 consommations par mois peut te mener, toute chose étant égale par ailleurs, à 3% de plus de revenus. Et l'effet est plus important chez les gens hautement éduqués que chez les gens moins éduqués. C'est positif pour tout le monde, mais ça augmente avec les catégories d'éducation. Mais il y a une conséquence de ça que les gens soulignent d'oublier, c'est que si tu taxes l'alcool, tu réduis le rendement qu'a l'alcool sur les revenus. Donc, il y a comme une sorte de conséquence de deuxième ordre où est-ce que tu réalises que ce que tu es en train de faire en taxant l'alcool ou en réglementant l'alcool, c'est que tu appauvris la société en rendant plus coûteux l'exercice de la lubrification sociale, donc de l'échange d'informations. Et là, tu es en train de me dire, OK, il y a tous ces coûts-là, la surconsommation, etc., d'alcool, mais tu n'es pas en train de me dire les bénéfices. Le bénéfice, c'est que il y a tout ça, là, des revenus additionnels, l'interaction sociale, les liens sociaux que les gens connectent. Et si tu soit réglementes, monopolises ou taxes, tu minimises ces bénéfices-là.
fine, tu minimises les coûts, mais la question, c'est est-ce que tu réduis les coûts davantage que tu réduis les bénéfices? Mhm. Oui, mais est-ce qu'on a mesuré dans quel contexte? Parce qu'évidemment, si tu bois chez vous, tu peux prendre le nombre Ouais. de consommations que tu veux, ça n'aura pas d'impact sur l'information que tu acquiers dans des échanges ou whatever. Oui, ben, il y a des papiers qui ont essayé aussi de, pas celui que j'ai cité initialement, mais il y en a un autre dans Journal of Labor Economics, par exemple, qui, lui, a regardé justement le comportement des gens en fonction de où la consommation se fait. Et le 3% est probablement est plus gros que 3%. C'est-à-dire que les gens qui consomment dans les endroits publics, si ta consommation est faite dans un endroit public, c'est encore mieux. Ben, j'aurais tendance à penser ça, c'est sûr, là, surtout dans le cas de, je sais pas moi, peu importe le type de travail, là, mais les 5 à 7, puis tout ce genre de patentes-là, c'est je trouve ça quand même pas bête, pareil, comme étude, parce que on le voit là, un peu là, avec l'augmentation du télétravail, les gens qui sont un peu plus d'isolement, moins ou pas de 5 à 7. Puis il y a beaucoup de gens que le commentaire qu'ils ont, c'est c'est correct, mais on dirait qu'il manque quelque chose, la vie de bureau, les interactions, mais il y a beaucoup de tout ça qui est lié à quand tu communiques dans un environnement de travail, en dehors du travail, tu échanges d'autres types d'informations que celles reliées à ton travail carrément. Là. Comme toi, si tu vas, je sais pas, avec des collègues de l'université, prendre un verre après une semaine de cours ou un soir de semaine, bien là, vous allez parler forcément un peu de ce qui se passe à l'université, mais de d'autres choses aussi, de d'autres types d'informations. Puis là, c'est là que dans la conversation peut arriver connais-tu quelqu'un qui fait telle affaire? Ben oui, j'en connais un. Puis là, bang, je vous mets en contact et l'échange d'informations arrive. Et ça ne peut pas arriver si tu es dans l'isolement chez toi. Là, non, effectivement, c'est l'importance de comment on socialise. Puis la subtilité de comment on socialise, parce qu'on ne remarque même pas ça, parce qu'au quotidien, c'est facile d'oublier tellement que c'est devenu naturel, comment est-ce qu'on internalise certaines règles. Mais regarde, si je demande aux auditeurs de prendre 4 secondes pour penser au nombre de fois que c'est autour d'un verre qu'ils ont eu des informations qui ont eu des effets importants sur leur vie. Par exemple, se trouver une conjointe. Pour certains hommes, c'est très important parce que, écoute, moi, je suis tellement laid qu'il fallait que ma femme ait bu un verre de grappa pour être prête à m'écouter parler. En fait, c'est pas une joke. Notre première date, je l'avais invitée, j'avais cuisiné pour elle. On était amis depuis longtemps, mais j'y avais servi du grappa. Et elle a dit c'était la première fois que je goûtais ça, c'était super bon. Mais en fait, j'ai eu l'effet d'émerveillement. C'est pas parce que j'étais laid. Là. En fait, je suis laid. Pas que ma femme, je l'ai souligné, c'est parce que j'ai montré quelque chose de nouveau. Ça nous a permis de socialiser. Exact. Ça nous a permis de parler de ma culture d'héritage. Je suis parti en joke parce que je voulais que les gens entendent mon sens de l'humour, de d'autodéprécation, où est-ce que je ris de moi-même tout le temps. Mais la raison, c'était que c'était. Pour moi, c'était important parce que je suis fier de ma famille. Je suis fier. En fait, je leur ai donné le disclaimer que quand on parle d'alcool, je viens d'une famille de distilleurs. On est tous des distilleurs à mon exception personnelle parce que moi, j'ai décidé que ça ne me tentait pas de faire de la business de famille, mais mon père est un distilleur. En fait, il était un sommelier initialement, devenu distilleur et brasseur aussi. Donc, j'ai un intérêt dans le monde de l'alcool, malheureusement, mais pas malheureusement. Mais l'idée, c'était que pour moi, c'était important, c'est un élément de ma culture, puis c'était une manière de socialiser. Mais combien de personnes ici ont pris un petit verre pour avoir le courage de parler à une personne ou de rencontrer quelqu'un ou juste de prendre le temps d'apprécier une conversation, la conversation amenée à une discussion de carrière ou à signer un contrat avec un client ou d'accepter d'être le client de quelqu'un et que le service a été de bonne qualité. La subtilité de comment est-ce qu'on cimente des relations sociales, que ce soit à travers l'alcool, que ce soit par exemple à travers les cigares. Donc, par exemple, l'acte symbolique. Ouais. J'allais dire justement, j'ai l'impression que ce que tu amènes avec l'alcool, puis ce que ça amène, c'était ou c'est encore vrai avec aussi la cigarette, là, ou les cigares, ou peu importe. Parce que moi, je me souviens, j'avais un ami avec lequel
C'est quand tu es plus jeune, tu sors un peu partout, puis tu as toujours un ami qui fume ou qui va fumer dehors. Et cet ami-là arrivait toujours au courant de toutes sortes de choses que toi, tu n'es pas au courant. Parce que, bon, tu vas dans un pub, là, on s'imagine la scène, tu es assis avec tes amis, vous jasez, etc. Et puis là, lui qui fume sort dehors seul, parce que c'est le seul du groupe qui fume. Et dehors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande du feu à la personne qui est à côté, échange une cigarette, échange des affaires. Finalement, toi, tu viens d'où? Ah, et by the way, après, nous, on continue la soirée à telle place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le groupe part, va à l'autre place, rencontre des gens, se passe X, Y chose. Puis même, moi, j'avais vu très vite dans ma vie que des gens fumaient parce qu'il y avait un incitatif à le faire, là, pour reprendre les termes que tu utilises. Par exemple, dans des milieux, tu remarqueras que dans des milieux où on travaille très fort physiquement, les gens, en général, fument davantage. Et la raison, moi, je l'ai remarqué quand j'étais plus jeune, je travaillais dans des emplois, bon, étudiants, des restaurants, tu montes des salles, des trucs assez difficiles. Tu regardes, tu te dis, on dirait que tout le monde fume. Bien, parce que quand tu fumes, c'est bien vu d'aller prendre une pause pour fumer et tu peux augmenter ton temps de repos quand tu fumes. Alors que si tu ne fumes pas, tu ne peux pas aller toujours. Tu sais, les gens, ils sauront pourquoi il est dehors en ce moment. Ben, lui, il est dehors, il fume une cigarette. Tu comprends? Puis en plus, quand tu vas prendre une pause, tu fumes une cigarette, ben là, tu échanges des potins avec les autres sur le milieu du travail. Un tel te raconte des informations sur ce que le boss lui a dit, des trucs que tu ne te diras pas pendant que tu es dans le feu de l'action, Ou que dans ton tu cubicule. travailles, ou que tu es dans ton cubicule. Ben, c'est ça, mais j'aime vraiment ça comment tu as amené l'exemple parce que c'est un peu pour comme dire que l'alcool, la drogue, les cigarettes, peu importe c'est quoi, ça peut être des instruments de socialisation que les gens ont et qu'on oublie un peu la vertu que ça a en société de pouvoir justement se servir de quelque chose. Peut-être parfois c'est un peu étrange, comme par exemple, je vais donner l'exemple des gens qui consomment des champignons magiques. Parce que j'en connais, en fait, étant libertarien, je vais être honnête avec les auditeurs, je ne consomme pas de drogue et je ne veux jamais en consommer. J'en ai consommé tellement au secondaire et au cégep que je suis convaincu que si j'avais une chance d'avoir un Nobel, je l'ai perdu en brûlant tellement de ça. cellules. Je pense que, je pense, d'après moi, on ne parle pas pour Yann, là, mais les expériences sont faites pour tout le monde. Oui, mais ceci dit, mes collègues qui consomment occasionnellement, en fait, ce qu'ils me disent souvent, c'est que ça permet par corrélation, d'identifier quelqu'un qui te ressemble. Donc, quelqu'un avec qui tu aimerais échanger, quelqu'un avec qui tu as un peu une sorte de bien-être. C'est un peu comme ce qu'on appelle de l'homophilie. Homophilie, dans le sens que tu trouves ton identique et donc que tu peux communiquer avec ce qui te ressemble. C'est une manière d'identifier. Donc, si, mettons, moi, je dis je vais aller fumer. Hey, on va-tu fumer ensemble? Tu es en train de signaler par la personne avec qui tu peux socialiser le plus facilement. Et ça, c'est vraiment des choses subtiles que je ne sais pas si c'est juste moi qui observe ces choses-là en général. J'ai des collègues qui le font, mais dans la vie de tous les jours, ces petites affaires-là, c'est vraiment plus important que ce qu'on réalise. Puis on ne réalise pas à quel point même ils ont un effet sur notre vie au quotidien, dans notre bien-être, même si sur d'autres dimensions, ils sont nocifs, là. Parce que c'est pas comme si j'étais en train de dire fumez comme vous voulez, mais il y a quand même un. En fait, si on prend. Quoi? Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, si on prend une action qui n'a pas d'effet négatif pour la santé, comme par exemple le fait d'écouter de la musique. Mais tout le monde qui nous écoute a remarqué que quand tu es, je ne sais pas moi, polyvalente, cégep, même jusqu'à l'université, ben si tu arrives au cégep avec un chandail de Led Zeppelin, puis il y a quelqu'un d'autre qui en a un, automatiquement, tu deviens un peu familier avec cette personne-là. Ah ouais. Parce que tu te ressembles. Ben, parce que tu te ressembles, puis parce que ça crée des liens sociaux. Un instrument de socialisation. C'est vraiment, les gens sous-estiment l'importance. Puis non seulement ça, mais tu sais, quand je disais la semaine passée que j'accepte pas l'idée que les préférences sont importantes, dans le sens que ce qui compte, c'est est-ce que si le coût change, tu fais un choix différent? Bien, c'est sûr que j'aimerais pouvoir, disons, fumer puis pas avoir aucun des coûts de santé puis avoir tous les bénéfices de fumer. Bien, il y a quelque chose qui a fait un cas similaire comme ça, la cigarette électronique. La cigarette électronique, bon, il y a des effets pervers, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en termes de fumée secondaire, presque zéro. Sur les fumeurs eux-mêmes,
beaucoup moindre qu'auparavant, mais tu as conservé l'instrument de socialisation. Donc, tu as un peu comme changé le coût relatif de fumer. Donc, tu as changé le coût d'utiliser cet instrument de socialisation-là. Donc, est-ce que tu devrais le taxer de la même manière? Est-ce que tu devrais agir de la même manière à l'égard de ça? Parce que maintenant, il sert le même bénéfice qu'avant, l'instrument de socialisation. Et donc, aussi la joie, parce qu'il y a quand même une certaine joie à fumer. Là. Je ne fume pas, soit dit en passant. Non, on comprend les gens qui le font, c'est pourquoi ils le font. Mais c'est ça. Mais il y a un plaisir. Mais là, en plus, tu as l'instrument de socialisation avec moins de coûts. Est-ce que tu devrais réagir de la même manière? C'est pour ça que je ne comprends jamais les gens qui sont impliqués dans le processus politique et qui parlent avec tellement de certitude sur l'effet de X ou Y. Puis jamais il y a l'espèce d'idée que il est possible que tu aies deux liens qui sont simultanément vrais, mais qu'il y en a un qui est peut-être plus important, ou même qu'il y en a un qui a un effet indirect, dans ce qu'on appelle en économétrie un effet de mitigateur. C'est qu'il y en a un qui coupe au travers d'un autre, puis lui, directement, il n'y a pas d'effet. Tu regardes, disons, entre X, mettons l'acte de fumer puis le revenu, il n'y a probablement pas d'effet. Parce que tu captures une partie peut-être de d'autres effets négatifs. Mais quand tu tiens compte, disons, tu fais ce qu'on appelle en deux ordres, tu regardes fumer vers socialisation, socialisation vers revenu. Là, tu as un effet indirect qui se produit. Là, est-ce que tu sais comment tu réagis à ça? Comment tu interagis à ça? Est-ce que tu réglementes de la même manière? C'est pour ça que j'ai vraiment c'est pour ça que j'ai vraiment, quand je dis que je suis toujours hostile à l'égard du politique, c'est que je vois le monde dans toute sa complexité, sa richesse, parce que sa complexité, c'est une forme de richesse. Puis je ne peux pas m'imaginer que je suis capable de substituer à cette complexité-là quelque chose de supérieur par mon désir personnel propre, puis dire moi, je suis roi et je sais mieux. Ouais. Je ne suis pas capable d'imaginer cette action-là, puis je ne suis pas capable de comprendre les gens qui se disent qu'ils sont capables de faire ça. Regarde comment est-ce qu'on a passé de. Je suis sûr que tout le monde qui nous écoute, là, on parlait tout de cigarettes, on parlait d'alcool. Je suis sûr que la plupart des gens, ce qu'ils se sont imaginés, c'est le pire scénario, donc les méfaits de santé, puis les bienfaits de santé peut-être au minimum. Puis ils n'ont pas imaginé tous les effets de deuxième ordre qu'on a mentionnés, l'instrument de socialisation, les revenus additionnels, la facilité qu'on a de créer des liens avec d'autres personnes. Est-ce que tu dois interagir? Est-ce que, si tu y penses maintenant, est-ce que tu as la même. Est-ce que les gens qui nous écoutent maintenant ont la même position maintenant qu'il y a 20 minutes quand on a commencé à parler de ça, une fois qu'ils ont considéré juste une des facettes des effets potentiels qu'on mentionne? Est-ce que juste ce petit effet-là les a rendus plus modestes? Si la réponse c'est oui, c'est que vous comprenez à quel point la société peut être beaucoup plus complexe qu'on est, puis vous avez la bonne réaction dans le sens que vous dites « Oh shit, peut-être que ce n'est pas ma job d'essayer de remplacer cet univers-là. » Oui, mais la réalité un peu plate de tout ça, c'est que, puis en même temps, il faut être lucide par rapport à l'humanité en général, là, mais c'est que quand tu as un discours quand même assez complexe, assez élaboré, où tu examines les choses dans le détail, où tu fais voir l'envers et l'endos de la médaille, ça intéresse une partie des gens, mais ça reste que, par exemple, pour un politicien, même s'il comprend ce qu'on vient de raconter là, il ne peut pas, je veux dire, s'il fait du porte-à-porte, il ne commencera pas à expliquer ça à une dame ou à un monsieur qu'il va rencontrer. Non. Il va lui dire, c'est plus payant pour lui politiquement de lui dire, oui, vous avez raison, la cigarette, c'est dégueulasse, on va l'interdire dans les lieux publics extérieurs. C'est... que sa décision soit basée sur quelque chose ou pas, il sait que s'il tombe sur un électorat de gens qui détestent la cigarette, pour lui, ça va être payant parce qu'il vient de... Alors qu'il y a peut-être même sur le plan de la santé, il n'y a aucun gain à faire là-dessus parce que, je ne sais pas, tu es dehors, puis ça a plus ou moins d'incidence, la fumée secondaire à cause du vent. Peu importe, même si scientifiquement, il n'y a rien à faire là-dessus, pour lui, c'est plus payant. Puis d'avoir un discours plus nuancé sur c'est important quand même parce que ça crée du lien social, parce que X, Y, Z, même chose que pour l'alcool. En réalité,
On l'a vu, là. Moi, je trouve qu'un des trucs qui était très parlant là-dessus, c'est la déclaration qu'a faite Denis Coderre. Là. Il y a tu l'as sûrement vu, là, il y a eu une histoire de débordement dans un parc. Là. Bref, on se passe les détails. Et puis là, ben, Régis Labaume à Québec dit ouais, pas d'alcool dans un parc après 8 heures. On demande la question on pose la question à Denis Coderre parce qu'il veut se représenter à la mairie de Montréal. Et il répond ouais, moi, je vois pas pourquoi des gens pourraient boire après 8 heures. À un moment donné, il faut que tu protèges les gens contre eux-mêmes. Donc, premièrement, je n'ai pas envie qu'ils me protègent J'avais contre pas moi-même. entendu Tu ne l'as pas celle-là. entendu, ça quote? Non, Donc, mais ça premièrement, fait lui, il veut tellement nous. avec le personnage. Ben, c'est ça. Premièrement, lui, il veut nous protéger contre nous-mêmes. Ça, je trouve ça En quand même politique, assez. il est en politique depuis qu'il a 19 ans, cet homme-là. Je ne peux pas imaginer qu'il peut voir le monde autrement qu'à travers le jeu à somme nulle qu'est la politique. Ce gars-là, il n'a aucune compréhension de l'univers, de c'est quoi une interaction non politique. Oui, mais tu sais, lui, il a pensé que ça allait être probablement politiquement payant de saisir la balle au bon. Ah, Régis le fait. Les gens aiment bien Régis en général. Moi, je vais essayer d'être comme lui, puis je vais dire que moi aussi, tu sais, il a peut-être même pas pensé à ça. En réalité, il est peut-être même pas ni pour ni contre. Non. Tu sais, il a saisi la balle au bon. Puis Ouais, probablement. Puis pour une fois, c'est rare que je dise ça, mais pour une fois, j'ai trouvé que la réponse que Valérie Plante y a faite était quand même assez intelligente. Elle a dit qu'il était complètement déconnecté de la réalité parce que quand tu vis à Montréal, la plupart des gens vivent en appartement ou en tout cas, ils n'ont pas de cours privés extérieurs. Donc, c'est comme si tu venais à condamner ces gens-là de ne pas pouvoir faire la même chose que les autres parce que eux, l'extérieur, ça se trouve être un parc. Quand tu viens en appartement, tu ne peux pas être chez vous dans ta cour puis prendre un verre, fumer un cigare ou faire ce que tu veux. Tu es obligé d'aller au parc, tu n'en as pas de cours. Elle a comme dit, ben, c'est parce que pour les gens qui n'ont pas de cours puis qui vivent en appartement, et pourquoi eux n'ont pas le droit de vivre puis les autres ont le droit de vivre parce qu'ils possèdent une maison avec une cour privée. T'sais. À Outremont. Ben, c'est ça, à Outremont. OK. Mais écoute, je ne sais pas quoi rajouter à notre Denis Coderre national. Parce que vraiment, ce gars-là, pour moi, il n'y a rien qui représente davantage le politique que ce gars-là. Ah oui, c'est ça. Il a toujours été dans cet univers-là. Je peux pas. Chaque fois que je l'écoute parler, même à la différence de Valérie Plante, qui, je pense, elle a vraiment des idées qu'elle tient férocement. Je pense que ce pas des bonnes idées, mais je lui donne une authenticité que je ne peux pas croire à Denis Coderre. Je pense que Denis Coderre est juste foncièrement une personne qui voit si moi, je n'ai pas ça, lui, il va l'avoir. Oh, oui. Alors que ça, c'est la mentalité du politique. Puis ça te montre que des quotes, comme il a dit, c'est exactement ça. C'est que, ben là, écoute, j'ai probablement des votes à gagner, j'ai probablement ça à faire. Puis si moi, je ne les prends pas, ces votes-là, c'est Valérie Plante qui les a. Puis Valérie Plante, je suis prête à croire que sur ce point-là, c'est ce que tu me dis, c'est vraiment ce qu'elle a. Ma propensité à croire que c'est ce qu'elle croit vraiment est plus grande que ce que Denis Coderre croit vraiment. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'elle a fait un calcul électoral. Là. Je fais juste dire que je suis plus prête à lui attribuer une authenticité de son propos qu'à l'autre personne qui a vécu toute sa vie dans la sphère politique. Ben, en tout cas, l'explication qu'elle a donnée me convainquait plus qu'il faut vous protéger contre vous-même. Là, moi, j'ai pas l'intention à ce qu'un apparatchik de la politique canadienne et québécoise me protège contre quoi que ce soit. Là, à la limite, protège-moi contre toi et c'est tout ce qu'on te demande. Oh boy. Sérieusement, je suis tellement content de ne pas être à Montréal à la prochaine élection. Là. Ouais. Quels deux choix atroces. Ouais, atroce. Puis le pire, c'est que même si, comme tu dis, moi, j'ai aucune affinité avec Valérie Plante, mais quand je regarde Denis Coderre, je me dis, c'est dans ma tête, quand j'entends politicien, dans ma tête, c'est lui que je vois. Ah ouais? Tu sais, c'est. Moi, je te dirais au sens négatif du terme. Oui, j'avais compris que c'était ta connotation, c'était ça. Moi, je te dirais que l'image qui me vient en tête, là, c'est parfois Jean Charest, parfois une sorte de... Parce que là, toi, c'est un visage, mais sinon, c'est pas de visage. Tu sais, un peu les espèces de mannequins qui n'ont aucune particularité distinctive. Ouais. Générique. Ça, c'est la deuxième image qui me vient en tête. Jean Charest, parce qu'il était tellement... Il était quand même assez dominant politiquement au Québec, puis
une survivabilité incroyable. Vous avez le gars a survécu à l'hécatombe conservatrice de 93. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est résistant politiquement, c'est Jean Charest. Je veux dire, il est encore très aimé chez... J'ai des amis qui sont membres du Parti libéral, puis encore, malgré tout le déferlement de scandales sur lui, qui ont encore une admiration sans borne pour lui. Ben, c'est sûr que quand tu regardes ce qu'ils ont en ce moment, tu te dis que Jean Charest, finalement, c'est un génie. Oui, mais ça prédate. Ces commentaires qui m'ont été donnés prédatent l'arrivée de Dominique Anglade, qui est probablement la figure la moins inspirante que le Parti libéral pouvait avoir. Honnêtement, je l'écoute puis je suis là. Ah, arrête! Arrête! T'essayes d'être. Je ne sais pas si elle essaye d'être générique ou si c'est qu'elle n'est pas capable d'avoir de l'oxygène politique à cause de l'espace que mène François Legault. Donc, je ne suis pas capable de voir qu'est-ce qu'elle est vraiment. Mais ça sera peut-être ça sera peut-être une discussion pour un autre podcast. Puis on devrait se terminer ça là. On va terminer ça, mais moi, je pense, puis on pourra peut-être embarquer là-dessus la semaine prochaine ou dans un autre podcast. Mais moi, mon idée depuis longtemps, c'est que le Parti libéral a toujours fonctionné, ou en tout cas depuis les 40-50 dernières années, fonctionnait comme l'antidote au PQ. Et comme le PQ est en voie de disparition, en fait, c'est un parti qui n'a pas d'identité, qui ne sait pas où se positionner. Ils veulent être à gauche, mais ils ne le savent pas trop. Ils sont en même temps historiquement le parti des anglophones, mais ils essayent de jouer de temps en temps sur la corde nationaliste aussi. En fait, ils n'ont pas de positionnement idéologique, ils ne savent pas ce qu'ils sont également. Puis comme il n'y a plus de menace de référendum ou de séparation, on ne sait pas pourquoi qu'on pourrait voter pour le Parti libéral. On ne sait même pas c'est quoi leur idée. On ne sait rien, en fait. Vincent, je veux juste dire que j'ai cette tentation à refuser le terme libéral au Parti libéral. Oui. Je l'appelle le PSDLQ, le Parti soi-disant libéral du Québec, parce qu'il n'y a rien de libéral à part le nom. C'est en fait comme les Américains disaient pour les républicains, rhinos, Republicans, name only. C'est ça, les libéraux en nom seulement. Oui, exactement. On poursuivra ça dans un autre épisode. Yep. Ciao. Cheers.